Bien, vous avez répondu favorablement à ma proposition d'un épisode sur les requins. Donc je me suis replongé dans l'incontournable bouquin de Gilles Cuny et en avant. De plus, ça tombe plutôt bien, puisque à l'heure où j'écrivais ce texte, ça faisait à peine quelques jours que l'organisation Sea Shepherd, entre autres, venait de terminer son initiative citoyenne afin de demander l'arrêt pur et simple du commerce des ailerons de requins en Europe. Car, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, cette abominable chasse est tout à fait légale en Europe en 2022. Je vous passe l'horreur de cette pratique épouvantable. Bref, les requins sont présents dans quasiment tous les océans et mers de la planète. Et certains d'entre eux sont des prédateurs incontestés. Aussi, en tant que tels, ils sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire marine. À l'instar du loup dans les forêts, ces prédateurs font office de régulateurs de la biodiversité, et ce depuis des millions d'années. En effet, sans le requin dans nos océans, la chaîne alimentaire serait totalement déréglée. Il est un rouage essentiel dans cette immense machinerie bien huilée qu'est le monde du vivant. Sans lui, les prédateurs intermédiaires proliféreraient, verraient leur population exploser, mettant ainsi en péril les plantes ou animaux dont ils se nourrissent. En bref, la machinerie du vivant serait totalement déréglée, et par effet domino finirait par s'effondrer. Vous l'avez compris, ils sont actuellement, en grande partie, la clé de voûte de la biodiversité marine depuis la fin du règne des reptiles marins, qui survint voilà 66 millions d'années, lors de la dernière extinction. 66 millions d'années depuis qu'ils ont repris leur place de super prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Mais ne vous y trompez pas, durant le règne des reptiles marins, au Mésozoïque, ils étaient tout de même des prédateurs et n'hésitaient pas à s'attaquer à certains reptiles marins. Cela dit, j'ai bien dit, ont repris leur place de super prédateurs. Car effectivement, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la Terre que ces animaux sont au sommet de la chaîne alimentaire marine. Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'histoire d'un groupe des plus emblématiques et un des plus vieux de nos océans, les requins. Ou pour être plus précis, les chondrichthiens, les fameux poissons cartilagineux. En guise de postulat, sachez qui sont les poissons cartilagineux, les chondrichthiens. Ils sont à ce jour représentés par deux groupes distincts. Le premier, les holocéphales, comprend les chimères, des poissons benthiques vivant à de grandes profondeurs sur le plancher océanique. Puis le second, les élasmobranches, qui comprend les raies et les poissons-scies, qui techniquement sont des raies. Et bien entendu, les requins. Notez que les élasmobranches étaient autrefois nommés sélaciens. Vous comprendrez dans quelques instants pourquoi je notifie ceci. Les raies, quant à elles, sont apparues au Jurassique inférieur. Elles font partie du groupe des Batomorpha et sont le groupe frère des requins modernes, les Selachimorpha. Et pour terminer, l'ensemble des deux groupes, Batomorphes et Selachimorphes, forment celui des Néosélaciens, les nouveaux sélaciens. Alors ne me demandez pas pourquoi néocélacien et pas néo-élasmobranche, puisque le terme sélacien n'est plus employé. Ma foi. Ceci étant dit, revenons à nos chondrichthiens basaux, ancestraux. Pour vous la faire courte, il y a environ 450 millions d'années à la fin de l'Ordovicien, dans les mers du Paléozoïque apparaissent les premiers poissons en mâchoire, les gnatostomes. Pour vous faire une idée, les plus connus de ces poissons en mâchoire sont les placodermes comme l'Antelognathus du Silurien de Chine ou le terrifiant Dunkleosteus d'Amérique du Nord, le prédateur suprême qui sévissait dans les mers du Dévonien supérieur. Les placodermes s'éteignent au Dévonien supérieur. Cependant, le groupe des gnatostomes, outre les placodermes, engendre les deux grands clades de poissons que nous connaissons encore aujourd'hui, à savoir d'une part les ostéichthiens, les poissons osseux desquels émergeront les sarcoptérygiens, les poissons à nageoires charnues, et par extension les tétrapodes, ainsi que les actinoptérygiens, autrement dit les poissons à nageoires rayonnées,
arrête. Et d'autre part, ils engendrent les protagonistes de cet épisode, les chondrichthiens, les poissons cartilagineux. Si les octéichthiens, de leur côté, possèdent un squelette osseux, les chondrichthiens, eux, optent pour le cartilage. Ce qui, comme nous allons le voir, ne va pas faciliter les recherches des scientifiques. Loin de là. Quoi qu'il en soit, à la fin du Dévonien, la seconde extinction massive de l'histoire est passée par là, et les placodermes, entre autres, font désormais partie du passé. Dès lors, une niche écologique se retrouve vacante, ce qui va s'avérer une véritable aubaine pour nos chondrichthiens. Aussi, ces derniers connaissent une large radiation évolutive. Et si vous suivez les épisodes, vous commencez à connaître la chanson. Évolution, diversification, tout ça. C'est ainsi que le règne des requins prend son essor pour la première fois. C'était environ il y a 350 millions d'années. L'origine exacte des requins reste encore obscure. Des hypothèses ont été émises, mais au bout du compte, dans le détail, nous sommes encore dans le flou. Et leur squelette cartilagineux n'arrange pas la chose. En effet, le cartilage est un tissu minéralisé qui se désagrège rapidement après la mort de l'animal. Il se fossilise donc très mal, ou tout du moins que très rarement, et seulement dans certaines circonstances bien spécifiques. Ce qui, comme je vous le disais précédemment, complique le travail des scientifiques. Cependant, et heureusement, ce qui se fossilise, ce sont leurs dents. Et bien souvent, les chercheurs connaissent les poissons cartilagineux uniquement par leurs dents, celles-ci étant constituées de dentines et d'émailloïdes, d'émail, des tissus très fortement minéralisés qui ont une grande probabilité d'être fossilisés. Autre élément qui se fossilise, les denticules dermiques. En quelque sorte, les denticules dermiques, ou denticules cutanés, et que l'on nomme aussi parfois placoïdes, sont aux requins ce que les écailles sont aux poissons. Ce sont des petites protubérances minéralisées, comme les dents, qui recouvrent la peau du poisson et lui permettent ainsi une meilleure pénétration dans l'eau. Et finalement, nous avons aussi les épines. Car, effectivement, certains chondrichthiens possédaient, et possèdent encore, ce caractère, à l'instar des raies et des chimères. Et certains requins, comme le genre Squalus ou encore Heterodontus. Bref, autant vous dire qu'à quelques exceptions près, les fossiles de requins sont très rares, et encore plus ceux datant des lointaines périodes du Paléozoïque. Malgré cela, quelques denticules dermiques furent découvertes de par le monde, certaines datant de l'Ordovicien supérieur, et d'autres encore datant du Silurien. Mais rien de vraiment probant. À tel point que certains paléontologues se demandent si les premiers chondrichthiens n'étaient pas des poissons filtreurs. Des requins édentés. Un comble. Parmi les plus vieux vestiges, nous avons quelques dents, des dents minuscules, ayant appartenu à un genre dénommé Leonodus, un spécimen du Dévonien inférieur connu par quelques dents découvertes en Espagne. En bref, pas grand-chose. Toutefois, notez la forme de ces dents, dites bifides, à deux cuspides pointus et recourbés vers l'arrière. Mais plus concrètement, le plus ancien fossile de chondrichthiens assez complet, comprenez avec des éléments squelettiques, nous provient du Dévonien inférieur du Canada. Il s'agit d'un fossile dénommé Doliodus problematicus, un nom d'espèce pour le moins explicite. Ce dernier date d'environ 406 millions d'années, du Dévonien inférieur donc. Il dévoile à la base de sa nageoire dorsale une énorme épine. Enfin, énorme pour l'animal, celui-ci étant estimé aux alentours des 75 cm. Et je dis estimé car le fossile ne comporte que la partie avant de l'animal. Dommage. Un autre chondrichtien fossile dont nous avons une trace bien nette se nomme Cladocellac. Celui-ci est daté de 370 millions d'années, du Dévonien supérieur de l'Amérique du Nord. Il s'agit d'un poisson d'environ 1,50 m, 2 m, un beau poisson,
avec des dents de 2 cm, certainement un prédateur efficace. Celui-ci apparaît lors de la grande diversification du Dévonien supérieur, que nous allons voir incessamment sous peu. À première vue, comme nous pouvons le constater sur cette reconstitution, Cladocélac a tout d'un requin actuel. Les fentes branchiales, les ailerons, bref, sa morphologie en général. Mais à y regarder de plus près, on note des différences notables, notamment sa bouche, qui n'est pas en position ventrale comme chez les requins modernes. En gros, ça ressemble à un requin, ça a le goût du requin, mais ce n'est pas un requin, juste un lointain cousin. Néanmoins, bien qu'âgé de 370 millions d'années, on note que les dents de Cladocélac présentent déjà une morphologie qui n'est pas sans rappeler celle des requins modernes. Et déjà, le principe de la denture à renouvellement constant, dit en tapis roulant, est déjà initié. En effet, la denture, ou dentition si vous préférez, chez les requins est phénoménale. Celle-ci se renouvelle indéfiniment. Lorsqu'une dent est perdue, une autre située juste derrière la remplace aussitôt. Et ce, durant toute la vie de l'animal, d'où l'expression de tapis roulant. Dommage que les mammifères n'ont pas hérité de cet avantage. Bref, autant dire que c'est d'une efficacité redoutable. Du reste, si la sélection naturelle a conservé ce caractère, c'est qu'il a fait ses preuves. Nous voilà donc au Dévonien supérieur. Comme nous pouvons le constater sur ce graphique, celui-ci est marqué par une large diversification des chondrichthiens. Un grand nombre de nouvelles familles apparaissent. Je ne vais pas toutes les énumérer, car trop nombreuses, ni trop entrer dans les détails rébarbatifs. Toutefois, mettons en exergue quelques groupes afin de nous rendre compte de leur extraordinaire diversité, comme par exemple le groupe des phébodontes, particulièrement le genre Phébodus. Ce dernier apparaît au Dévonien moyen et disparaît dès le Dévonien supérieur. À l'échelle des temps géologiques, il a somme toute connu une existence relativement éphémère. Pourtant, durant ce court laps de temps, il a connu un essor considérable, à tel point que l'on retrouve ses dents partout dans le monde. Et regardez donc une de ces dents. Souvenez-vous de la dent bifide de Leonodus. Celle-ci est quasiment identique, si ce n'est qu'elle possède une cuspide supplémentaire. Elle est tricuspide, un véritable hameçon, et déjà très semblable à celle des requins modernes. Tout du moins pour un œil non averti, comme pour vous et moi. Mais pas tous les phébodontes possèdent ce type de dents. Certains, comme Diademodus, seraient devenus des filtreurs. Mais pas comme les requins-baleines ou les requins-pèlerins qui filtrent avec leurs branchies. Non, eux ont développé ce qui semblerait être des dents filtreuses, utilisant le principe des fanons à l'aide de dents aux multiples cuspides filtrant l'eau. Quant à leur morphologie, on est loin de celle d'un requin, mais plutôt celle d'une anguille. En attestent ces fossiles de Phébodus et de Trinacodus avec ses corps très fins et très allongés. On observe donc déjà une certaine diversité, et ce au sein d'une seule et unique famille. Et il en va de même pour les nombreuses familles qui apparaissent à leur côté. Par exemple, certains, tels les protacrodontes, deviennent durophages, se spécialisent sur les proies dures, mollusques, brachiopodes, bivalves, et développent des dents broyeuses. Les populations s'accroissent et la compétition fait rage, ce qui pousse certaines espèces à investir les cours d'eau et devenir ainsi, au fil du temps, des poissons d'eau douce. Bref, une grande disparité apparaît au sein du groupe. Toujours est-il que tout ce petit monde qui évolue dans les mers du Dévonien, bien que prédateurs, ils ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. Cette place, telle que je vous l'ai dit précédemment, est détenue par les placodermes, et notamment par le puissant Dunkleosteus, l'emblématique poisson blindé du Dévonien supérieur. Mais comme je vous l'ai dit, les placodermes disparaissent à la fin du Dévonien, la seconde extinction de masse à raison d'eux, ainsi que bien d'autres espèces, y compris les chondrichthiens. Bref, une page de l'histoire se tourne et un nouveau chapitre va s'écrire. Et devinez qui en seront les protagonistes ? Absolument. Nous voilà au Carbonifère. Sur la terre ferme, ça grouille d'arthropodes.
Et certains poissons y ont vu une manne de nourriture sans précédent. La terrestrialisation est en marche. Et bientôt, les premiers tétrapodes fouleront les terres du jeune supercontinent Pangée, alors en pleine formation. Quelques mètres sous la surface des hauts fonds du nouvel océan Téthys, la faune de poissons cartilagineux, bien qu'affectée par la crise dévonienne, est en pleine effervescence. Sans l'hégémonie des placodermes, ils sont désormais au sommet de la chaîne alimentaire. Ils connaissent une diversité sans pareille. Le Carbonifère et la période suivante, le Permien, sont un véritable âge d'or pour ces poissons. Un âge d'or qui va s'étendre sur environ 100 millions d'années. Cela dit, selon le registre fossile actuel, durant ces 100 millions d'années, on remarque que certains groupes s'éteignent, d'autres apparaissent et disparaissent au bout de quelques millions d'années, et d'autres encore entrent en scène pour s'installer plus durablement. Il y a quelques instants, je vous disais que les chondrichthyens actuels se composaient des élasmobranches et des holocéphales. Alors si aujourd'hui les holocéphales sont connus par 3 malheureuses familles et une demi-douzaine de genres représentés par une 50aine d'espèces de chimères regroupées dans le groupe des chimériformes, il en allait tout autrement au Carbonifère. Allez, voyons quelques spécimens emblématiques et commençons avec les extravagants Cymorrhiiformes. Oui, encore un nom imbuvable. Dans ce groupe, nous avons l'étonnant Stetacanthus, le fameux requin enclume. Stetacanthus est un animal d'environ 2 mètres pour les plus grands spécimens qui naviguaient dans les océans du globe du Dévonien supérieur jusqu'à la fin du Carbonifère. Et morphologiquement, c'est un animal étonnant. En effet, celui-ci est affublé d'une nageoire dorsale des plus originales, tant par sa forme que par les denticules dermiques très développés qui coiffent le sommet de la nageoire dorsale comme une sorte de brosse. Brosse qui, selon une hypothèse, serait un attribut à caractère sexuel, d'autant plus qu'a priori, il s'agirait d'un dimorphisme sexuel, car seuls les mâles en étaient pourvus. Pour continuer avec les extravagances, nous avons Damoclès. Damoclès qui, comme dans la mythologie, a une épée au-dessus de lui. Et dans le cas de notre poisson cartilagineux, il s'agit une fois de plus de sa nageoire dorsale exubérante. Là aussi, il s'agit d'un dimorphisme sexuel, et tout comme la nageoire de Stetacanthus, celle de Damoclès est pourvue de cette brosse faite de denticules dermiques. Toujours est-il que l'on pense que cela devait leur servir pour s'accrocher les uns aux autres lors de la reproduction, comme on peut le voir sur ce fossile de Falcatus, un très proche cousin de Damoclès. Et nous allons terminer ce premier épisode en beauté avec le clou du spectacle de l'évolution chondrichthyenne, le bien nommé Helicoprion. Helicoprion à la mâchoire exceptionnelle. Voilà un exemple de diversification pour le moins original. En effet, Helicoprion possède une mâchoire à nul autre pareil, une mâchoire dotée d'une seule rangée de dents disposées en spirale. Et tout comme ses cousins, celle-ci se renouvelle perpétuellement, le fameux principe du tapis roulant, propre aux requins. Helicoprion est un véritable monstre marin de plus de 8 mètres de long, qui écumait les océans durant la période permienne. Malheureusement, cette splendide créature disparaît durant cette même période. Et jamais plus on ne verra ce caractère dentaire si extravagant. Cependant, puisque nous ne possédons pas de fossiles complets, ne connaissant que leur denture fossilisée, difficile de reconstituer l'animal dans son ensemble. Ainsi, nous le représentons dans sa version circulaire. Néanmoins, plus récemment, une nouvelle hypothèse a été proposée. Cette denture si caractéristique n'était pas située à l'avant de la gueule de l'animal, tel qu'on le voit sur les différentes reconstitutions plus ou moins rocambolesques, mais plutôt à l'intérieur de la mâchoire inférieure. Celle-ci constituée en 2 parties cartilagineuses articulées. Perso, je trouve cette hypothèse assez déroutante. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Bien, ainsi s'achève ce premier épisode consacré à la grande et vieille lignée des requins. Nous verrons la suite de leur évolution dans les épisodes à venir.
Je compte sur vous, bien entendu, pour le petit pouce bleu, le partage, etc., etc. Et si vous voulez aller plus loin pour me soutenir, vous connaissez Tipeee et Utip. Comme toujours, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Et ainsi qu'à Gilles Cuny, à Arnaud de la chaîne Paléostyle, que je vous invite à découvrir et à vous abonner. Et bien sûr, à Julien d'Entracte Science. Alors sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.